Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ça fait pas vous le dites. Effectivement, on va être assez, dans la mesure du possible, de temps en temps, interactif, parce que c'est pas dans ma nature de parler seul, même si je le fais de temps en temps, cette conférence-là, en forme plus abrégée, en transmission de connaissances. Mais comme on parle de communication, des fois, c'est le fun de le faire à deux, c'est la base de la communication humaine, il faut être au moins deux. Peut-être deux, trois détails avant de commencer rapidement. Premièrement, l'un des défauts de fabrication que j'ai, c'est la malaudition. Donc, si vous êtes dans le fond et que vous voulez répondre à une question que je vous pose, vous avez intérêt à parler fort si vous voulez que je vous entende. Ouais, c'est ça. Tant qu'être dedans, ben, comme on a pris un petit peu de retard, d'être bref, c'est pas pire aussi. L'autre élément qu'on a souvent tendance à penser, c'est que les gens, ils disent, ben, mon médecin, il est super gentil, donc il communique bien. Pas besoin d'être ici, vous perdez votre temps. Ça va pas toujours de même. Je donne un exemple concret. Le médecin que j'aime le mieux sur le plan de la relation, là, c'est un urologue que j'ai connu il y a déjà bien longtemps, puis que je revois de temps en temps. Il est sympathique, chaleureux. Si je le vois pas pendant 5 ans, il me reconnaît. J'ai déjà demandé si c'était par la face ou par le pénis, mais il me reconnaît, c'est l'important. Sauf que 2 fois qu'il m'a opéré, il m'a pas donné toutes les informations que j'aurais aimé savoir après. Alors, d'être gentil, d'être chaleureux, d'aimer ses patients, ça veut pas nécessairement dire qu'on est capable de les écouter comme il faut ou d'informer les patients comme il faut. Nous autres aussi, c'est la même affaire, hein. Selon le type de médecin, ça veut pas, puis selon le fait que je communique bien parce que j'aime parler, ça veut pas nécessairement dire que je suis capable d'écouter clairement ce qu'il me dit sans avoir d'idées préconçues. Et ça veut pas nécessairement dire que je suis capable d'y donner toutes les informations pour qu'il soit capable de m'aider. Je suis pas ici pour déprécier les médecins, même si de temps en temps, vous allez peut-être voir des exemples qui sont dépréciatifs. J'en connais autant de positifs. Je pourrais faire une heure et demie de conférence sur les problèmes avec les médecins dans le réseau de la santé, mais je pourrais aussi faire 1 heure et demie de conférence avec les médecins extraordinaires qu'il y a dans le milieu de la santé. Leur défi est particulièrement difficile parce que, vous êtes une maladie rare, moi j'en ai 3, je sais exactement ce que c'est qu'une maladie rare, et je sais exactement le défi pour les médecins qui ont une maladie rare. On s'entend, moins c'est connu, moins c'est facile à traiter, moins ils l'ont appris, moins ils l'ont analysé sur tous ses côtés. Et même pour quelqu'un qui la connaît, la médecine ne reste pas une science exacte. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans n'importe quelle maladie bizarre, ben, prenons juste un rhume, là, il y en a que ça guérit en 3 jours. Moi, ça paraît que ça guérit en 3 semaines. Les mêmes symptômes sur 2 personnes différentes peuvent réagir différemment à la situation. Donc, vous avez aussi la responsabilité de faire les efforts pour bien communiquer avec votre médecin, pour améliorer la relation, pour que ça se passe bien. Tout ça dans le but, pas pour que la relation soit le fun, mais pour qu'elle vous permette de mieux gérer votre santé. Mais si vous pouvez pas changer de médecin, ben vous pouvez changer votre manière de l'aborder. Il y en a des médecins qui sont pas bons, puis j'en ai vu. Il y en a des spécialistes qui sont super bons, puis d'autres qui parlent dans un jargon qu'on comprend pas. Mais au bout de la ligne, si je peux pas les changer, je vais essayer de faire ce que je peux pour m'adapter à eux autres. On commence par un petit jeu qui va vous faire parler un peu, mais d'abord réfléchir. Je vous donne un médicament miracle qui guérit temporairement tous vos symptômes. Vous avez plus de symptômes tant que ce médicament-là va faire effet, et en plus, il est génial, il n'y a pas d'effet secondaire. Mais comme il n'y a rien de parfait dans le monde, son effet dure pas longtemps, et il peut être pris juste une fois. Alors, je vous demande de réfléchir, et si vous avez le goût de répondre, de lever la main. Quand est-ce que vous allez prendre ce médicament-là? Oui? Avant de recevoir mon enfant. Pourquoi? Pour ne pas lui transmettre la maladie. Ah, c'est intéressant comme réflexion. Quelqu'un a une autre idée? Dans une association québécoise de douleurs chroniques en région, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a répondu, la réponse, je n'attendais pas du tout. Moi, je ne le prendrai pas. Pourquoi? Parce que m'avoir connu les avantages, je ne veux pas avoir après les inconvénients. Mais ce que je suis en train d'illustrer, c'est que, premièrement, ma question n'est pas facile. Pourquoi elle n'est pas facile? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui la rend difficile? Une seule fois. Ouais. Donc, les mots sont pas tout à fait précis. Quand je vous dis pas longtemps, quand je vous dis temporairement, ben, moi, si j'ai la chance d'embrasser ma femme temporairement, ça n'a plus la même définition que quand je l'embrassais temporairement il y a 15 ans. La durée du temporaire était plus longue à l'époque qu'aujourd'hui. Vous comprenez le principe? Fait que ça se peut qu'une personne ne donne pas le même sens aux mots, et ça joue beaucoup sur la relation médecin-patient. Juste tantôt, j'entendais parler de tumeur, là. Vous êtes
connaissez ce mot-là pas mal dans votre vie, j'imagine, parce que ça touche un peu les possibilités de votre maladie. Mais si je parle de tumeur cancéreuse à quelqu'un, ben tiens, la mère d'un de mes anciens étudiants, qu'il est rentré à l'hôpital le vendredi, il savait pas qu'il y avait un cancer, puis le lundi, il est mort. Probablement que quand je leur dis à eux autres, le mot tumeur, ça a un sens extrêmement brutal. Alors que si vous connaissez un voisin que la fille a eu une tumeur cancéreuse à l'âge de 8 ans, puis qu'ils l'ont guéri à 9 ans, puis qu'elle n'a plus jamais eu de problème, puis qu'elle est rendue à 50 ans, le mot tumeur, pour eux autres, il n'y a pas la même signification. Alors, vous comprendrez que même si le mot est pareil, puis que c'est dans le dictionnaire, on lui donnera toute la même définition, en réalité, dans notre perception, on lui donne pas toute la même définition. Parce que la perception est subjective. Le plus bel exemple de ça, vous regardez un nuage, là, puis il ressemble à ma tante Rita. Là, ton autre à côté dit non, il ressemble pas à ça partout. Alors, la perception, c'est un peu subjectif. C'est beaucoup influencé par notre passé, nos expériences antérieures, nos valeurs, nos croyances. Si je crois que tout va mal dans la vie, ma perception est influencée. Si je crois que tout va bien dans la vie, ma perception est influencée. Si je suis réaliste, je fais ce que je peux, puis j'avance. Peu importe que ça aille mal ou pas. Est-ce quelqu'un qui a le goût de donner un exemple de la meilleure situation de communication avec un médecin qui a vécu? Quelque chose d'extraordinaire qu'on ne voit pas souvent. Oui? Après voir l'histoire pour me faire donner des résultats de tests. Effectivement, c'est le fun. Effectivement. Ça veut dire que, il a accordé une sorte de priorité à ses parents plutôt qu'à sa famille, en tout cas. Donc, pour un patient, c'est un bon exemple. Il aurait pu dire, on va attendre lundi matin, mais là, lundi matin, tu travailles, tu n'aurais pas été là, fait que là, il aurait rappelé. C'est le fun quand même, ça, c'est un bon exemple. Est-ce qu'il y en a un autre qui a un bon exemple? Situation qu'on voit pas souvent? Non? Comment? J'ai plusieurs questions. Toutes les règles de plusieurs questions dans le dictionnaire. Ah, ça, c'est le fun. Intéressant. Puis je vais vous demander, y a-t-il quelqu'un qui a le goût de parler de quelque chose qui a trouvé bien dur, une situation qui était, vous avez rien compris, ou encore il était totalement froid, il vous comprenait pas, ou quelque chose comme ça? Oui? Quand on a eu le diagnostic de neurofibromatosis, Ouais. nous a dit que la neurofibromatosis, c'est pas grave, il n'y a rien à faire avec ça. Et bienvenue dans le club. Oui? En fait, moi, c'est mes parents, plus que moi, parce que quand j'ai eu le diagnostic, les médecins leur avaient dit oubliez ça, l'université, en fait, peut-être oublier l'école, votre enfant sera peut-être même pas scolarisable, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Alors que je ne serais pas d'avoir une maîtrise. Ouais. Il suffit qu'il l'ait dit pour que les statistiques ne nous donnent pas raison. Hein? Parce que, c'était marqué tantôt, la médecine n'est pas une science exacte, là. On est dans les hypothèses, dans les probabilités, mais c'est quoi la probabilité? 40, 50, 60, tout ça. Mais même à 70%, là, si vous prenez le taux avec une 70% de chance d'accident, vous avez 30% de chance que ça arrive pas. Fait que pour un médecin qui vous dit des affaires de même, moi je trouve ça aventureux. Si on dit c'est possible que, ok, c'est normal, de pas le dire pour être aussi une erreur médicale. Mais si on vous dit, là, il vous reste 3 ans à vivre, moi, je m'inquiète toujours parce que tous ceux à qui on a dit, il vous reste, quelqu'un que je connais, entre autres, de broche, là, on lui a dit, ton père, il reste 1 an à vivre, il a vécu 3 ans après, là. Fait que, on est dans l'ordre des hypothèses et ce genre de relation-là n'est pas nécessairement un exemple idéal de communication patient, dans ce cas-ci, médecin-patient. Quelqu'un d'autre, un exemple? Oui? Quand notre fille a commencé à avoir des comportements bizarres et on parle au neurologue et qui dit il faut la tenir. Et pas longtemps après, elle a été diagnostiquée avec TDAH et l'épilepsie. Oui. J'ai changé de médecin. J'osais pas le dire, mais parfois c'est la seule solution. Mais en même temps, c'est le fun que t'en parles parce que derrière ces horreurs-là, il y a aussi plein de médecins qui ont bien de l'allure. Dans les circonstances qu'ils ont, avec le temps qu'ils ont, avec le réseau médical complexe qu'on a, mais il y en a quand même qui ont bien de l'allure. Moi aussi, là, quand je prends l'exemple de Véronique, on m'a dit, à 22 ans, j'ai perdu la vision centrale de l'œil gauche. On m'a dit, vous avez perdu la vision, puis il n'y a rien à faire. Mais encore, y a-t-il rien à faire vraiment? Peut-être qu'il va y avoir quelque chose à faire dans 10 ans. Y a-t-il de la recherche qui se fait? Y a-t-il des façons de faire que même s'il n'y a rien à faire sur le plan opérationnel dans ma vie quotidienne, je suis capable de fonctionner pareil? Il y a plein de choses qu'on pourrait ajouter à ce genre de choses-là. Ou une autre fois, ça l'est encore plus brutal, là, à peu près dans les mêmes années, on me dit, en 3 minutes, on regarde mes radiographies,
On dit, ben, si tu te fais pas opérer tout de suite, tu vas paralyser dès qu'il va y avoir un petit choc dans ta vie et tu deviens quadriplégique pour le reste de ta vie. À peu près à 22, 23 ans. Un peu brutal. C'est drôle. Après ça, il y a 5 médecins spécialistes qui m'ont dit, fais surtout pas cette opération-là tout de suite, elle va régler des problèmes, mais elle va en créer d'autres qui sont pires. Ben, quelle est la bonne réponse? C'est moi qui choisis. Et là, ben, c'est un défi, c'est plus le problème du médecin, c'est le mien. Mais l'important de comprendre, c'est que si les circonstances se passent bien, j'ai l'information et le seul qui peut décider, c'est moi. Je peux pas accuser le médecin de pas m'avoir dit la bonne affaire. Ils m'ont dit des affaires. Mettons que je paralyse, parce que je l'ai pas faite, la chirurgie, là. Ben, je vais le regretter pour le reste de ma vie, peut-être. Mais c'est moi qui ai pris la décision, puis ça m'a donné des avantages le temps que j'ai pas fait l'opération. Ça m'a aussi donné des inconvénients. Peut-être que j'aurais moins de symptômes si je l'avais fait. Mais ça reste le patient qui prend la décision. On passe par-dessus ça, et on s'en va, je vais en passer de temps en temps, c'est pas grave, c'est normal, j'en mets toujours plus que moins, en fonction de la réalité, j'ajuste. C'est important de comprendre pour moi, et vous avez une diapositive là-dessus, je pense que vous l'avez-tu remis, Véronique? Non? Oui, peut-être? De toute façon, vous avez le droit de prendre des notes tant que vous voulez. Ah, ok. Donc, 3 façons dont les médecins ont été formés au fil du temps, puis quand je dis au fil du temps, c'est un peu relatif à où ils ont été formés, puis avec quel médecin patron qu'ils ont eu quand ils ont fait leur internat. Mais en gros, jusqu'à il y a 15 ans, c'était beaucoup le mode du paternalisme médical. Paternalisme associé au père, puis il y a un père de famille, en général, quand ça prend des décisions pour un enfant, ça les prend pas pour lui nuire. Hein, ça prend les décisions au meilleur de sa connaissance, en fonction de ce qui peut être utile pour vous. Si je décide de le punir, c'est parce que je pense que c'est bon pour lui. Et si je décide de donner une récompense, c'est parce que je pense que c'est bon pour lui. Et quand je lui interdis quelque chose, c'est parce que je pense que c'est mieux qu'il le fasse pas. C'est ça, un père de famille. Le médecin paternaliste, c'est pas quelqu'un qui se soucie pas de vous. Au contraire, il se soucie de vous. Mais il va avec l'expertise qu'il connaît, il dit c'est moi qui décide ou qui propose fortement jusqu'à insister pour que vous fassiez ce que lui juge qui est bon pour votre santé. Je dis ça a arrêté il y a 15 ans à peu près, c'est relatif, mais en même temps, c'est plus ou moins exact dans le sens où je peux avoir été formé paternaliste il y a 15 ans, mais parce que j'ai eu des patrons ou des collègues qui ont travaillé avec moi qui m'ont rendu plus responsabilisateur, j'ai changé d'approche, ou encore, ça se peut que j'ai été formé selon des méthodes plus modernes, mais parce que j'ai eu des gens autour de moi qui prenaient une approche très paternaliste, puis que je me rendais compte que j'aimais l'approche, ben j'ai choisi ça. Autrement dit, si vous étiez un étudiant en psychologie, on a appris plein d'approches psychologiques pour soigner quelqu'un, mais chaque psychologue a sa méthode qu'il utilise. Alors, entre la théorie et la pratique, des fois, il y a deux mondes. Mais c'est intéressant de comprendre ces trois-là, parce que si je sais que le médecin est paternaliste, je ne l'aborderai pas tout de la même manière. Que s'il est responsabilisateur, c'est-à-dire qu'il est centré sur le patient. Là, on n'est plus dans la relation dominant-dominé. On est deux personnes qui sont experts. Moi, je suis expert de la médecine, toi, tu es expert de ton corps. Tu le connais pas mal plus que moi. Et en plus, tu n'es pas juste expert de ton corps, tu es expert de toi. Tu connais plus tes valeurs, tes croyances, ce qui est important pour toi. Exemple concret, si j'avais pris aucun médicament qu'on m'avait proposé, je pèserais à peu près 60 livres de moins. OK? Ils ont eu cet effet-là. Mais si je les avais pris tous ceux qu'on m'a proposés, je travaillerais plus, je dormirais, j'aurais probablement moins mal, mais je serais plus aussi fonctionnel. Je serais probablement très constipé aussi. Morale d'histoire, avec le responsabilisateur, le médecin il s'interroge sur ce que je veux vraiment au-delà de juste soigner. C'est quoi tes besoins dans la vie? C'est quoi tes intérêts? Ce qu'on appelle en langage médical ou sociologique, là, c'est quoi ton projet de vie? Et le dernier, c'est quand même très récent, c'est développé par l'Université de Montréal, c'est pas encore totalement répandu au Québec, mais de plus en plus d'hôpitaux commencent à les approcher. C'est plus l'approche patient-partenaire. C'est beaucoup l'approche responsabilisante, mais avec le fait qu'on vous voit plus comme quelqu'un à l'extérieur. Si vous regardez l'image d'ailleurs, là, ici vous étiez à l'extérieur, mais après ça vous étiez au centre, on s'intéressait à vous. Dans celui-là, vous êtes au même pied d'égalité que les professionnels de la santé. On vous considère comme un expert de votre situation. En contrepartie, vous devez considérer les professionnels, les médecins, les physios, les orthos, comme des experts de leur domaine. Donc, on échange des expertises pour aider à se soigner. Ça change quoi concrètement dans la vie? Ben, le modèle médical paternaliste
c'est un modèle beaucoup basé sur avant, quand l'expertise était dans les mains des personnes. Maintenant, si vous n'avez pas de médecin, vous regardez sur Internet, vous n'allez peut-être pas trouver la bonne réponse, mais vous allez trouver des réponses. Alors, c'est un modèle qui marche difficilement aujourd'hui, je pense. Tandis que ce qui change concrètement dans la vie, là, ben, si vous êtes du genre, dites-moi quoi faire, je vais le faire. Vous aimez ça, ce modèle-là paternaliste, parce que vous n'avez pas besoin de poser de questions. Vous allez subir les inconvénients sans être capable d'échanger, parce que vous ne voulez pas poser de questions. Mais il y a beaucoup d'hommes, dernièrement, il y a quelques années, j'ai deux voisins qui sont morts de maladie, un cancer, puis la SLA. Les deux, quand je leur parlais pour savoir comment ils allaient, ils me demandaient à ma femme. Ma femme, elle le sait, elle est allée au rendez-vous, elle a tout compris, moi, je voulais pas le savoir. Ça, c'est un modèle dis-moi quelle pilule prendre, là, puis je vais apprendre, puis ça va guérir. Ça m'implique pas beaucoup, je suis pas obligé de faire des efforts. Or, vous êtes dans une maladie chronique. On est obligé de faire des efforts. L'inconvénient principal, c'est que ça déresponsabilise. Pardon? Quelqu'un? Non? OK. Ça arrive, des fois, j'entends des voix, je suis pas schizophrène, non, mais j'ai des appareils auditifs. La responsabilisation, c'est beaucoup plus, on est égaux, et ça suppose que si j'ai de l'information, je vais avoir droit à donner mon consentement libre et éclairé. D'ailleurs, avant une chirurgie, il faut signer un petit papier, comme quoi vous avez eu toute l'information nécessaire. Là, vous le signez. Vous vous rendez compte 2 jours après que vous n'avez pas eu toute l'information nécessaire. Mais ça, c'est un autre problème. Non, mais je blague, mais sérieusement, c'est un peu ça. C'est être basé sur, je vais avoir les informations et je vais prendre ma décision moi-même. Et ce que ça change concrètement, si j'ai pas d'informations, c'est bien difficile comme approche, mais donc ça veut dire que faut que je pose des questions. Mais en posant des questions, je vais être capable de prendre des bonnes décisions. Je passe un petit peu plus loin pour voir la nouvelle approche dont je vous ai parlé. La différence là, est beaucoup sur le fait qu'on tient compte de vos savoirs expérientiels, de votre vie, de ce que vous avez appris sur vous, sur vos valeurs, sur vos façons de penser, etc. Et on essaye de développer vos compétences pour que vous soyez capable de vous aider à être soigné vous-même. C'est majeur comme changement de direction au Québec. Et ça devrait vous allumer des cloches pour votre vie, parce que si vous vivez avec une maladie rare, donc il n'y a pas tant de monde que ça qui peut vous aider, et chronique, donc vous êtes pogné avec le reste de votre vie, de penser qu'on se base sur vous et sur vos savoirs, puis qu'on vous aide à vous développer comme votre propre soignant, en partie, ça change carrément votre vie quotidienne. Mais c'est marqué en rouge en bas, il faut reconnaître quand même l'expertise des membres de l'équipe, parce que j'ai beau lire sur Internet plein d'affaires, puis dans mon cas, je connais beaucoup le jargon médical, mais je demande toujours l'avis du médecin pareil, parce que c'est lui le spécialiste de ça. Oh boy, on est rendu à conclure, ça va bien. Je pense que j'ai pas pesé sur la bonne touche. Là, je sais pas, on va y arriver. Là, c'est là que ça devient le fun. On connaît les 3 modèles. Mais, mettons que vous en arrivez en face d'un, que vous vous trouvez très paternaliste. Il vous dit quoi faire. Comment s'adapter à cette petite personne, dans cette grande personne? Comment faire pour communiquer avec celui qui est paternaliste? Il vous dit quoi faire. Des idées de manière, quoi. Je vais poser une question. Oui, je vais lui poser des questions, parce que comme c'est quelqu'un qui prend la décision à ma place, ou en tout cas qui m'incite fortement à prendre une décision, si je pose des questions, j'ai des chances d'avoir des réponses qui vont m'aider. Il y a un autre aspect que je sortais là, que je trouve important, c'est d'essayer d'y faire comprendre que mon point de vue est aussi important que le sien. Pas pour les mêmes raisons. Lui, il a le meilleur point de vue sur le plan médical. Moi, j'ai le meilleur point de vue sur le plan de ma vie. Il faut que j'assume les risques, par exemple. Si il est obligé de faire un traitement moins puissant, mais que ça m'aide, il faut que j'assume le fait que ça m'aide pas autant que ce que lui me propose. Ou s'il me propose quelque chose qui m'aide beaucoup, mais en même temps donne plein d'effets secondaires, ou une chirurgie qui pose des risques, il faut que j'assume ce qui va avec. Ça va ensemble. C'est un contrat à 2. Donc, avec le modèle paternaliste, j'essaie de lui faire comprendre que je suis impliqué là-dedans, j'ai des valeurs, j'ai des croyances, j'ai des choses qui sont importantes dans ma vie, et j'essaie qu'on en tienne compte. Tandis qu'avec le responsabilisateur, il y a 4-5 phrases, mais en mot plus simple, moi je dirais sauter dessus, profitez-en. Il vous donne le pouvoir de changer votre vie, d'améliorer votre vie. N'hésitez pas à poser des questions pour aller vraiment comprendre l'impact des décisions que vous allez prendre, mais attendez-vous pas à ce qu'ils disent qu'il n'y a aucun risque ou aucun effet secondaire à tel traitement, ça fait partie de la game, même si vous voulez. Une fois qu'on a compris ça, il y a
4 éléments qui déterminent un peu comment il est formé, comment il est dans ses attitudes, le médecin, principalement sa formation, l'a appris, mais aussi sa personnalité. Ça se peut que même si j'ai eu telle formation, il y a des choses qui sont plus importantes pour moi puis que j'agisse autrement que ce que j'ai appris à l'école. Et le temps dont tu disposes. Tiens, ça, c'est le 3e critère qu'on voit le plus souvent dans le réseau de la santé. 15 minutes, 5 minutes, 20 minutes. Il y en a un, je vous parlerai peut-être un jour que ces rendez-vous sont de 5 minutes. Mais si vous êtes préparé, c'est le 5 minutes le plus efficace dans votre vie. Bref, ça se peut que ça nous nuise, mais on n'a pas le choix, c'est le même. Le dernier, c'est la spécialité. Je ne vais pas faire de préjugés et surtout pas généraliser, mais il y a des éléments qui sont croyables, qui sont comprenables, si vous voulez. J'ai vu à peu près tous les logs et les logistes dans ma vie, sauf le gynécologue, je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas donné encore. Mais tous ces logs-là, ils ont appris des choses différentes, puis ils sont payés pour des raisons différentes. Le chirurgien spécialisé, par exemple, en chirurgie cardiaque, là, lui, il est pas payé pour la façon d'aborder le monde, il est payé pour ses doigts. Une fois qu'on a compris ça, puis qu'on n'attend pas du spécialiste manuel qui soit un spécialiste de la relation, c'est déjà moins frustrant. Lui, on le paye parce qu'il est habile de ses doigts. Et c'est comme ça qu'il va nous aider. Puis honnêtement, même si je suis spécialiste de la communication et que j'adore la communication humaine, puis que c'est important pour moi, puis que j'aille les médecins qui ne communiquent pas, si je me fais opérer, à choisir entre les deux, je vais mieux que ce soit bon que ses mains qu'avec sa parole. J'aimerais ça qu'il y ait les deux, mais si j'ai à choisir, c'est normal, sa discipline, c'est l'habileté. Alors que quand je suis avec un omnipraticien ou un psychiatre, par exemple, c'est des gens qui ont été formés beaucoup plus sur le plan de la relation. Mais si je peux pas le changer, il est chirurgien, il n'a pas appris à parler. Tiens, exemple concret. Bon, un année, j'arrive à l'hôpital après 1 an et demi d'aller à l'urgence avec un mal de ventre épouvantable. Puis évidemment, comme ça prend 5-6 heures avant de passer à l'urgence, au moment où je voyais le médecin, j'avais jamais mal, fait qu'il faisait rien. Je me retournais chez nous. Là, je retournais 5-6 semaines après parce que le problème recommençait. À un moment donné, j'étais allé, mais en fait, ça recommençait à faire mal, je suis pas allé. Ça, c'est génial. La meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Parce que comme je suis pas allé, j'ai fait empirer tellement la situation que quand je suis allé, là, j'étais vraiment pris au sérieux, puis ils m'ont passé tout de suite sur la civière, puis dans 3 minutes, j'avais un médecin qui m'a à peu près dit dans ces mots-là, si vous faites rien, vous allez mourir. Sympathique. Bonjour, ça me fait plaisir de vous connaître. Mais une chance, l'infirmière qui était là était une fille à qui j'avais déjà enseigné, qui m'avait dit, je sais que t'aimes ça le monde qui écoute et qui parle, lui, il parle pas. Fait qu'au moins, je savais à quoi m'attendre. Il m'a dit le minimum. Il m'a même dit, ça fait 1 an et demi que vous avez mal, puis vous n'êtes pas encore venu à l'urgence. Ça veut dire qu'il n'avait pas lu le dossier des 5 dernières minutes, mais celui de la dernière année et demie aussi. Alors, ils sont pas tous pareils. C'est un chirurgien qui m'a dit ça, puis il a été très bon quand c'est le temps de faire la chirurgie. Mais comme je peux pas le changer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé plus de questions. Bon, à un moment donné, il me trouvait fatigant. Mais c'est pas grave. J'ai eu les réponses que je voulais, puis j'ai pris la décision d'avoir la chirurgie. Principe de base pour les maladies chroniques rares ou dégénératives. Dans une maladie chronique, vous pouvez pas vous permettre d'être passif puis d'attendre qu'on vous dise quoi faire parce que vous allez attendre toute votre vie. C'est de même jusqu'à votre mort. Alors, on s'attend plus à ce que vous soyez responsabilisé. C'est tellement vrai, là. Encore hier ou avant-hier, j'ai reçu un téléphone d'un CIUS qui fait une campagne de gestion des risques pour sensibiliser les patients à gérer leur automédication comme il faut en posant les bonnes questions. Donc, dans le réseau de la santé, la responsabilisation devient de plus en plus importante. Alors, vous avez à faire tout ce que vous pouvez pour aider le médecin à vous aider. Lui, là, il peut pas être dans votre vie tous les jours. Même si c'est un bon médecin, même s'il est sympathique, même s'il appelle le monde le vendredi soir. Je dis ça a l'air fou, ça a l'air évident, ça a l'air facile, surtout quand à cette heure-là. Mais savez-vous que ça m'arrive souvent, je vais souvent à l'hôpital souvent, probablement comme certains d'entre vous, de voir quelqu'un qui a un problème pulmonaire et qui continue à sortir dehors à l'hôpital parce qu'on n'a pas le droit de fumer dedans. Ben, c'est lui, c'est sa vie, puis si c'est important de fumer pour lui, il faut respecter ça. Mais en même temps, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne peut pas attendre du médecin qui règle tous ses problèmes. Trop de dépendance envers les proches, c'est dangereux pour les maladies chroniques. Dans le regroupement francophone international Triple Fail dont je m'occupe, je reçois des questions régulières, à peu près toutes les semaines, sinon tous les jours, et c'est assez ironique ou amusant, je sais pas comment le dire, là, de constater qu'il y a beaucoup de jeunes parents qui se posent énormément de questions, tout à fait normal,
qui veulent le meilleur pour leur enfant, jusque-là c'est tout à fait normal, qui veulent protéger le mieux possible leur enfant et donc qui s'inquiètent de l'avenir. Ils vont être capables de travailler. Hey, là, fais-le il y a 1 an. On verra ça rendu là. Je comprends, là, si ça m'était mon enfant qui arriverait, on s'inquiète tout, puis quand j'avais 18 ans, je me demandais si je serais capable de travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que si la mère surprotège beaucoup l'enfant de façon à ce qu'il n'y ait jamais de problème dans la vie, ben c'est là qu'il va en avoir. Parce qu'il n'aura pas appris à se débrouiller tout seul, il n'aura pas appris à affronter le quotidien normal avec sa maladie. Pour un enfant normal, le quotidien normal, c'est de pas avoir de problème de santé, ben pour votre enfant, c'est de n'en avoir un. Alors, il faut y apprendre de bonne heure, pas en y évitant tous les problèmes, c'est pire, pas en lui créant tous les problèmes sans l'aider, ça aussi c'est pire, mais en trouvant un compromis entre les deux qui est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Je passe rapidement sur certains points. La littérature scientifique est assez claire sur le fait qu'un patient qui comprend et qui est bien informé, en général, va être moins anxieux. Et quand on est moins anxieux, on s'imagine pas toutes les affaires qui peuvent arriver les pires. Si ma mère est cancer du côlon, puis que j'ai mal au ventre, je vais peut-être penser tout de suite cancer du côlon, mais la réalité n'est pas nécessairement celle-là. Donc, plus vous posez de questions, plus vous risquez d'avoir des réponses qui vous sécurisent. Même si le médecin est tanné des questions, vous allez avoir des réponses qui vont sécuriser. De temps en temps, il va vous dire ce que vous vouliez pas savoir. Ça se peut que ta fille ne vive pas aussi bien que tu voulais. Mais c'est le risque. Quand on a de l'information puis qu'on sait que ça se peut, on peut au moins agir pour, par exemple, si j'apprends qu'il me reste 2 ans à vivre, là, je peux au moins agir pour profiter de ces 2 ans-là comme ça. J'ai encore du pouvoir dans la situation. L'autre élément qui est un peu dans le même style, il y a plein d'études qui ont démontré que l'incertitude cause des fausses représentations de la maladie. Donc, je perçois ma maladie, mes symptômes, j'amplifie, j'empire, parce que je sais pas. Alors que si je comprends, par exemple, dans le cas de la douleur chronique que je connais bien, si je comprends que j'ai mal, mais que la douleur signifie pas une atteinte osseuse ou musculaire, ben, j'arrête de paniquer pour rien. C'est plate, j'ai mal, puis on aimerait bien ça pas l'avoir, mais je me fais pas de fausses idées pires que ce que j'ai à vivre présentement, mettons. Vous êtes une personne entière, pas une maladie dans une spécialité, et vous avez le droit de l'exiger des médecins si vous le faites poliment. Je vous donne un exemple concret. La même journée, à l'âge de 19 ans à peu près, dans le même hôpital à Québec, j'ai vu le matin un neurochirurgien qui m'a dit en gros d'arrêter de tourner le cou parce que je pouvais paralyser. Fait que là, il disait des choses du genre, si tu vois une belle fille, tu te tournes au complet. Ça va faire moins mal. Puis en plus, elle va comprendre que tu regardes puis qu'elle t'intéresse. Puis l'après-midi, je m'en vais voir un orthopédiste, toujours dans le même hôpital. Puis qui me dit, faut surtout pas que tu arrêtes de bouger le cou, faut que tu sois vraiment actif pour faire de l'amplitude musculaire, sinon tu vas ankyloser. Puis là, ça va faire mal. Là, t'as le goût de dire, parlez-vous. Mais c'est un peu normal. Si je parle de vous, mettons, c'est comme si le neurochirurgien me regardait d'en face, puis que l'autre me regardait mon arrière. Ils regardent le même objet, mais avec 2 points de vue différents, selon leur spécialité. J'ai à choisir comme patient à peu près après lequel des deux. D'ailleurs, j'ai choisi entre les deux. Bon, c'est pareil, mais pas tant que ça. Mais si je le dis pas au médecin, il peut pas le savoir. Autre exemple, là, j'ai eu un accident d'auto qui a empiré des douleurs déjà difficiles. Là, on m'avait bourré d'un paquet de médicaments qui posait un problème de constipation, mais c'est parce qu'en plus, j'ai un problème neurologique qui fait que le sphincter, le muscle qui rouvre pour éliminer, il marche pas beaucoup. Fait que si tu comprends que si on ajoute de la constipation à un problème transitoire, ça marche pas. Mais si je le dis pas au médecin que oui, j'aimerais ça avoir ce médicament-là, parce que j'aurais pas mal moins mal, mais je vais avoir un autre problème, ben lui, ils vont me le donner, puis il posera pas de questions, puis ça va être de ma faute. Je peux pas dire, le médecin me donne des médicaments qui me nuisent. C'est moi qui l'ai pas dit. Alors, vous comprenez le pouvoir que vous avez dans cette relation-là. Pour être un patient responsable, je vous l'ai dit tantôt, posez des questions, posez des questions, posez des questions. En fait, c'est pas les questions qui sont importantes, c'est d'avoir des réponses. Quand vous avez les réponses, vous savez quoi faire avec. Et si vous comprenez le langage, si vous comprenez pas le langage, ben dites-lui. Tantôt, là, je veux pas déprécier ce que les gars ils ont fait une conférence extraordinaire, mais il y a des mots, des fois, que je comprenais pas. Je vais vous montrer 2 choses. La première, c'est qu'on peut le dire au médecin pour qu'il l'explique en d'autres mots. C'est probablement la meilleure méthode. Mais mettons que vous lui demandez puis il leur dit encore dans un mot compliqué. Là, je me sers de mes expériences antérieures pour essayer de comprendre. Tantôt, on a parlé de morphogénèse. C'est la première fois que j'enseignais ce mot-là, que j'entendais ce mot-là.
Morphologie, ça a rapport avec la forme du corps. Donc, morpho, il doit y avoir la forme là-dedans. Genèse, l'Ancien Testament, c'est la genèse, c'est l'évolution du développement. Donc, ça doit avoir quelque part rapport avec le développement de la forme des cellules. As-tu raison? Okay. Je connaissais pas le mot avant de venir ici, là. Alors, j'ai juste essayé de trouver des... Il y en avait d'autres, comme ça, là. J'ai eu ah, tiens, quelqu'un qui a dit astatique. Bon, statique, on connaît ça, c'est quelque chose qui bouge pas trop. Anesthésie, que je pourrais dire, atypique. Quelqu'un qui est atypique, c'est qu'il est pas comme typique, il est pas comme tout le monde. Ben, ça doit être quelque chose de même, hein. Il a parlé de astatique. C'est comme pas, privé de, absence de. Donc, atypique, c'est, pas comme tout le monde. Ben, là, tantôt, on disait astatique, ça veut dire pas trop statique. Donc, il voulait dire quelque chose comme c'est en mouvement, ça bouge, il y a de l'évolution. As-tu raison? Je sais plus lequel de vous deux, là, mais... Alors, je suis en train de dire qu'il faut parfois réfléchir plus loin que ce qu'ils nous disent, sinon on risque de se retrouver dans une situation où on n'a rien compris. Du point de vue des patients, ça aussi je passe rapidement, mais c'est bien le fun. Il y a plusieurs études qui ont démontré que quand les patients posent des questions, ils obtiennent des réponses, et s'ils obtiennent les bonnes réponses, ils ont plus de chances de guérir. Majeur comme découverte. C'est même capoté de dire que mon taux de sucre, ma tension artérielle va baisser si je sens que j'ai les bonnes réponses et que j'ai pas de tension relationnelle avec mon médecin. Ça influence directement mes facteurs biochimiques. On s'entend, ça va un os de cassé, ça aidera pas. Mais tout ce qui est biochimique peut être influencé par la relation. Et par les questions qu'on pose, pas à cause des questions, mais à cause des réponses. Quand on sait ça, il me semble qu'on a intérêt à faire ce qu'on peut pour que la relation se passe le mieux, donc pas arriver frustré devant un médecin que j'aime pas, et aussi pour obtenir des réponses, donc poser les bonnes questions. La dernière phrase de l'étude est intéressante. Les gens, parce qu'ils ont tout ça, ils sont plus responsables envers leur santé. Et il y a une autre étude qui a démontré que 36% des patients qui ont reçu de l'information à propos de diagnostic sont pas capables de formuler autrement ou de redire ce qu'on leur a dit. Savez-vous, ce qui m'inquiète, c'est pas le 36% des patients qui n'ont rien compris. C'est le 36% des patients qui n'ont pas dit à leur médecin qu'ils n'avaient rien compris. Même le pire médecin, là, si tu lui dis que tu n'as pas compris, il va te le reformuler quelque part, il va te le réexpliquer. Alors, il faut poser le dire. Oui, mais il était pressé. Oui, mais moi aussi. Mais je veux prendre le temps de comprendre avant de m'en aller. Bon, parlons de stratégies concrètes pour changer notre vie quotidienne. Il y en a peut-être que parce que vous avez une maladie rare et complexe, vous avez appris sur le tas, puis il y en a peut-être que vous allez développer encore plus. On se prépare à un rendez-vous. Tantôt, je vous ai dit qu'il y avait un médecin que je connais dont la durée des rendez-vous varie de 5 à 6 minutes. Un médecin spécialiste. 5 à 6 minutes, c'est pas long. Hein? T'as à peu près pas le temps de dire ton nom. Mais si t'arrives prêt, c'est génial, c'est probablement le médecin qui a réglé le plus de problèmes dans ma vie. Mais quand j'arrive là, je suis pas là pour compter quelque chose qui n'a pas rapport avec le problème que je suis là. Hein? C'est un médecin, c'est un physiatre dans ce cas-ci, donc on parle de physique, on parle pas de gastro-entérologie ou d'urologie. Fait que j'y parle de ce qui est vraiment important, je dis pas que c'est difficile dans ma vie puis que ça a des impacts psychosociaux, c'est pas son domaine. Je parle de ce qu'elle connaît. Et je lui dis en rentrant, on va parler de ça. En 5 minutes, on règle bien les affaires, je sors avec une prescription, une feuille pour faire un scan, etc. Tu avais une main de vue tantôt? Ouais. J'ai un médecin de famille depuis 3 ans. Je suis un des chanceux. Puis, la première fois que je l'ai rencontré, je suis sorti de là en me disant, c'est le pire médecin du monde. Alors, il se foutait de moi, il m'écoutait pas, il me allait vite, puis au mieux, si j'ai eu 5 minutes avec, c'était ça. L'année d'après, on m'appelle pour avoir un rendez-vous, puis là, je savais comment qu'elle allait être, puis je me fais une liste. J'arrive là, je dis, j'ai ça à parler, tout checké, je suis sorti de la prescription, puis je comprends. Excellent. Et ce qui est le fun, c'est qu'on a tous passé par là, quand ça nous arrive. La première fois, tu t'en attends pas, fait que tu sors de là frustré. Mais ce qui est drôle, c'est que ma mère a eu un diagnostic à un moment donné, puis elle regarde sur Internet pour trouver un physiatre, puis elle dit celle-là, puis elle regarde là, puis il y a des commentaires de patients qui ne l'aiment pas. Mais c'est normal. Si tu arrives là pour faire une thérapie ou pour demander un billet pour la CSST, là, ça se peut que le médecin, en 5 minutes, ne t'occupe pas de toi. Mais quand tu regardes les autres commentaires,
sont extraordinaires. Donc, il y a comme les deux, hein, j'aime ou j'aime pas ça parce que ça dure pas longtemps. Mais si j'arrive prêt, parce qu'il y en a des médecins de même, là. Puis il faut comprendre, dans la région où je suis, il y en a 2 physiatres. Pour l'ensemble des patients qui ont mal à quelque part ou qui ont des problèmes musculo-squelettiques. Fait que c'est normal, il y a des vite. Mais c'est ma responsabilité, donc à moi d'arriver prêt. Donc, avec une liste de sujets dont on va parler. J'ai vu mon médecin général, mon médecin de famille l'autre fois, là, il y a 2 semaines. Je suis arrivé avec 3 sujets. Je veux que quand on soit parti, on ait parlé de ça. Ben, il m'a dit, ça te dérange-tu qu'on commence par le 3e? Ben, je le trouve plus important. Génial. Mais si j'avais pas dit ça, je me serais arrivé au 3e, on manque de temps. Donc, on n'aurait pas parlé. Préparer des listes de questions posées par ordre de priorité, c'est un peu ce que je viens de dire, dans l'ordre de ce qui pour vous est important. Puis j'aurais bien pu dire, dans l'exemple que je viens de donner, je dis à mon médecin, non, je veux vraiment commencer par le 3e parce que pour moi, c'est le plus important. C'est vos priorités, vos valeurs. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau depuis la dernière fois? Quels sont mes symptômes? Quelles sont les améliorations? Qu'est-ce qui peut aider à améliorer quand je mets de l'as, quand je fais tel mouvement, etc.? Ça aide-tu ou ça nuit? Apportez votre liste de médicaments. Les secrétaires sont bien bonnes pour vous le dire, mais il y a encore plein de monde qui l'oublie. Et carnet de suivi. Ça, vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, sur une feuille que vous avez qui s'appelle discussionsanté.ca, je pense, il y a plein d'informations sur la relation médecin-patient, mais il y a aussi, si vous le voulez, vous avez la possibilité de vous abonner, vous créer un compte sur leur site, tout à fait gratuit, et de pouvoir gérer votre dossier médical. Mettre les informations dont vous avez, les allergies, votre passé médical, etc. Qui fait que c'est là en temps réel. C'est là en tout temps accessible quand vous en avez besoin. Et comme de plus en plus on a des téléphones intelligents, mais dans le bureau du médecin, on peut sortir des affaires qu'il n'y a pas, mettons. Mais l'autre détail qui est banal, tellement évident, mais j'ai rencontré un médecin qui vient de l'extérieur, puis qui n'a pas encore compris qu'au Québec, un spécialiste, ça envoie des rapports aux omnipraticiens pour qu'ils soient capables de suivre votre dossier. Ben, le dermatologue que j'ai vu, il n'a jamais mis au courant, mon omnipraticien, des détails de la consultation. Fait qu'assurez-vous d'insister pour que les examens spécialisés, votre médecin généraliste les reçoive. On va en reparler tantôt. Juste rapidement, tiens. Je vous donne 3 indices pour essayer de trouver quels sont les obstacles principaux qu'on rencontre dans la relation médecin-patient. En disant, certains de ces obstacles-là peuvent être dus à vous, certains peuvent être dus au médecin, et d'autres peuvent être dus aux circonstances de la rencontre. Avez-vous des idées de ce qui nous nuit en général quand on essaie d'avoir une relation avec notre médecin? Oui? Le lien de confiance. Ça prend d'abord un bon lien de confiance. Fait que si on n'en a pas, ça commence mal. Là, c'est une bonne raison pour changer de médecin, même si c'est difficile. Oui? Si on enlève une pilule avant qu'il nous ait autorisé. OK. Si, dans le fond, on fait pas ce qu'on appelle en médecine l'observance, c'est-à-dire qu'on a une prescription et on ne la suit pas, hein, il y a un taux élevé de non-observance au Québec. Ben, c'est sûr que là, ça se peut qu'ils disent, ben, elle n'a pas fait ce qu'on a décidé ensemble, pas ce que j'ai décidé. Si c'est un paternaliste, il a dit, vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit. Si c'est un responsabilisateur, il va dire, vous n'avez pas fait ce qu'on a décidé ensemble. Mais dans les 2 cas, ça se peut que ça nuise la relation. D'autres exemples? Oui? On en parlait tantôt, mais le vocabulaire est utilisé. Je m'excuse, j'ai mal entendu. On en parlait plutôt, Oui. mais le vocabulaire. Ah, bien sûr, les jargons spécialisés. Et soit dit en passant, je suis quelqu'un dont le centre d'intérêt professionnel est la job, prof, puis intéressé principalement par la communication humaine. Je suis très bien placé pour savoir à quel point c'est important de choisir les bons mots, et pourtant, ça m'arrive de prendre des mots que mon public comprend pas. C'est difficile pour des gens qui baignent dans une discipline de penser ou de comprendre parfois que les gens autour ont pas la même connaissance de vocabulaire. Fait que le médecin a un effort à faire, mais vous avez aussi à lui rappeler que j'aimerais ça que vous me disiez en d'autres mots ce que vous venez de me dire là. D'autres circonstances qui peuvent nuire ou d'autres éléments qui sont des obstacles dans notre relation. Il n'y a personne qui m'a parlé de l'élément qui est probablement le plus nuisible souvent, l'hôpital lui-même ou le bureau de médecin. Par exemple, si vous êtes dans une chambre d'hôpital, qu'on est 4 patients et que vous voulez parler de vos problèmes intimes, ça devient difficile pour la confidentialité. Tout ce qui a lieu aussi aux circonstances d'hôpital, vous êtes ou du bureau de médecin, vous êtes assis sur une chaise dure depuis 3 heures, vous attendez. Ça se peut que vous soyez tout à fait concentré pour parler avec les bons mots puis lui dire clairement ce qui est important pour vous. Ah, il y en a plein d'obstacles comme ça. Ceux que vous pouvez changer le plus facilement, c'est pas les circonstances de la rencontre. On n'a pas parlé, là, mais le délai pressé aussi, là, ça se passe vite, on n'a pas grand temps. Ça aussi, c'est une circonstance qui nuit. Ça, vous pouvez pas le changer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez changer, pas tout le monde en même temps?
votre façon d'aborder le médecin, votre attitude. Par exemple, si ma conjointe va à l'hôpital à l'urgence, elle va très peu jamais, sauf des fois avec moi, mais en général, elle y va pas beaucoup. Donc, quand elle y va, au bout d'une heure et demie, elle engueule l'infirmière pour dire que j'ai pas passé tout de suite, je peux-tu m'en aller, tu m'as donné mes cartes, puis l'infirmière dit, oui, mais on pourra pas vous soigner. Ben, c'est sûr que si elle rentre dans le bureau de médecin dans cette situation-là, ça va mal commencer. Il y a des chances que le traitement soit pas optimal. Pas parce que le médecin est mauvaise foi, là, mais parce que tu commences à créer une relation de mauvais exemple, de mauvaise intensité, si on veut. Je pourrais même donner un exemple tiré de ma vie. C'est rare que je sais que je suis mauvais, mais ça m'arrive. Après une période où j'ai eu de la dysphagie importante, dysphagie, c'est difficulté à avaler, ben, je mangeais plus à peu près. Puis là, ça faisait à peu près 6 semaines que je mangeais plus. Le médecin, en fait, on me prescrit une manométrie, c'est-à-dire une mesure, une mesure de déglutition puis du sphincter qui fait que ça avale pas. Puis j'arrive à l'hôpital, puis on me dit, monsieur, vous n'aurez pas de manométrie aujourd'hui. Mais vous allez voir le médecin. Fait que là, je rentre dans le bureau du gastro-entérologue, un petit peu frustré parce que ça fait 6 semaines que c'est de même. Puis j'ai dit, je partirai pas d'ici tant que j'ai pas passé de manométrie. Ben, mettons que ça n'a pas été la rencontre la plus optimale que j'ai eue. Je suis ressorti de là avec une prescription pour aller voir un neurologue, mais absolument rien pour que ça règle mon problème dans l'immédiat. Je suis persuadé que si j'avais eu une meilleure attitude, ça aurait peut-être aidé davantage. Mais il faut comprendre, on est des patients, on a des humeurs, on a des émotions. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais on comprend qu'on a du pouvoir à faire, puis le seul pouvoir qu'on a, en fait, il est là, dans notre façon d'aborder le médecin. Il y a peut-être juste un détail qui est important dans les obstacles. Faites attention à la première impression. Un jour, dans ma série d'1 an et demi avec des problèmes de ventre, là, à un moment donné, je suis tanné d'aller à l'urgence, je m'en vais dans une clinique, une urgence mineure. C'est d'un hôpital, mais ils font juste des cas mineurs. Et pendant que j'attends, 5-6 heures, il y a un médecin qui passe sympathique, là, bonne humeur, pas peigné, bouteille de Pepsi puis un chip dans la main, jeans troués, espadrille toute maganée, un t-shirt. J'ai eu une drôle de première impression, mais moi, ça me dérange pas trop dans la vie. Mais si j'avais vu ma mère, par exemple, rencontrer ce médecin-là, elle aurait dit non, je vais revenir une autre fois. Mais c'est le seul en 1 an et demi qui m'a passé des examens pour le ventre, qui n'a pas trouvé la bonne affaire, là, c'est-à-dire qu'il n'a pas passé le bon examen pour trouver, mais c'est quand même le seul en 1 an et demi, dans des circonstances similaires, qui a fait un examen nécessaire. C'est quand même pas mal. Fait que la première impression, des fois, dans ce domaine-là, peut être assez nuisible. Stratégie de communication, on a parlé de préparation, mais on va parler aussi... Oui, excusez. Je pensais depuis tantôt, justement, les préjugés qu'on peut oui. avoir, puis penser pour le médecin. Penser qu'une telle information peut-être pas pertinente, mais que finalement va l'être. Tu sais, penser à la place. C'est un obstacle. Cacher l'information. C'est un obstacle. Ma marraine, à un moment donné, qui était la tante à ma mère, donc assez âgée, à la fin de sa vie, elle avait le même médecin que moi. Puis à un moment donné, elle me dit, j'ai mal aux pieds. Je dis, tu parles de médecin? Elle dit, non, je suis pas pour le déranger avec ça, il est trop occupé. Si tu penses à sa place qui est trop occupé, il réglera pas ton problème. Elle essayait d'être une bonne patiente. Je veux pas être une bonne patiente, je veux être une patiente qui guérit. Merci pour l'exemple, qui est très intéressant. Stratégie axée sur l'écoute, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à écouter bien? Vous savez que je m'amuse à le faire avec des étudiants des fois. Il y a une majorité de gens qui ne savent pas écouter. Ils savent entendre, ils entendent des mots. Ils savent pas écouter dans le sens que 5 minutes après, ils sont pas capables de dire ce qu'ils ont compris. Puis là, ils vont me dire, quand c'est des étudiants, ils me disent systématiquement, c'est parce que j'ai pas de mémoire. Non. C'est d'abord et avant tout question de l'écoute. Ça se peut qu'on ait moins de misère, de mémoire. Si dans 2 ans, tu te souviens plus de ce que j'ai dit, ça se peut. Mais dans l'immédiat, c'est pas un problème de mémoire, c'est un problème d'attention. C'est un problème d'être concentré sur l'élément qui se passe présentement. D'ailleurs, on va tester si vous êtes bon. La personne pense à d'autres questions pendant que le médecin répond. C'est ça. Puis vous le faites tout dans votre vie, c'est normal, là. Vous parlez avec votre fille, puis pendant qu'elle vous dit quelque chose, ça vous fait penser à d'autres choses. Quand vous allez partir sur un autre sujet. Mais pendant ce temps-là, vous écoutez pas. Et je peux me permettre de faire ça avec ma fille, mettons, parce que c'est un sujet relativement banal, mais dans le bureau du médecin où ça dure 5 minutes, je peux pas me permettre de pas être concentré sur ces circonstances de la rencontre. Alors,
Là, on fait le lien entre deux affaires avec l'exemple qu'elle vient de dire. J'ai mon petit papier pour mes questions parce que je peux les oublier quand je vais être concentré sur le médecin. Et là, si je me mets à penser mes questions parce qu'elles sont pas écrites, je ne l'écoute plus. Donc, il y a un lien important entre ces deux affaires-là. Voyons, on va avancer. Bon, on se concentre sur les propos de médecin en recherchant les idées principales. Est-ce que vous êtes capable de me parler, là, si je vous demande de quoi on parle ce soir ou à matin, vous allez dire la communication médecin-patient. Facile. Mais pouvez-vous me parler des idées principales dont j'ai parlé à date? Les styles de médecin. Les styles de médecin, les approches qu'ils ont, oui. Les problèmes de communication, ce qui peut nuire à la communication. Ce qui peut nuire, les obstacles, oui. Préparation. Comment se préparer. Donc, vous venez de résumer les idées principales. Même si je suis habitué là-dedans, quand je sors d'un bureau de médecin, c'est la première affaire que je fais. Je prends un papier puis je note les idées principales qu'il a dit. Sauf si je suis allé juste lui dire bonjour, là. Mais vous comprenez que c'est quelque chose d'important, je vais noter tout de suite. Parce que ma mémoire étant ce qu'elle est et ma perception étant ce qu'elle est. Hein, je vais me mettre à amplifier les affaires qu'il me dit. Puis là, ça va devenir rendu chez nous d'autres choses que ce qui s'est passé réellement. Fait que je les écris pour pas avoir une tendance à ce que la perception des mauvaises nouvelles amplifie. Si la nouvelle est mauvaise, puis Dieu sait que j'en ai eu pas mal, je l'écris tel quel. Pour être capable de me reconfirmer un jour que finalement j'ai pas amplifié. Dans les autres stratégies, on reformule, c'est ce que vous venez de faire. Dire en d'autres mots ce dont on vient de parler. Si vous n'avez pas bien compris, si les mots sont compliqués, on le dit. On peut lui demander d'utiliser des dessins, des maquettes. Tantôt, là, il parlait de sujets que je comprenais absolument rien, sauf quand il me montrait une photo. C'est génial, la photo, elle vient illustrer quelque chose. Il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 2 ans, je vois une rhumatologue qui, à un moment donné, me pose des questions sur le psoriasis. Elle dit, oui, ça fait 30 ans qu'on me dit que j'ai du psoriasis. Puis elle dit, c'est drôle, moi, j'en vois pas. OK, ben c'est quoi d'abord? Puis là, elle me montre une photo de Internet, elle dit, c'est ça que vous avez, ça se peut-tu? Oui. OK, mais là, ça vient de sortir, ça vient de changer le nom. Mais sans photo, j'aurais jamais compris, parce qu'on parle de maladie dermatologique abstraite. On parle de quelque chose qui n'est pas nécessairement si clair que ça dans notre tête. Vous pouvez demander au médecin, donc, d'illustrer de toutes les manières possibles. En neurologie, on m'a déjà fait le dessin des reins, puis de la vessie, puis ce qui est de plus en plus le fun, c'est que maintenant, les radiographies numériques nous permettent que des fois, ils peuvent nous l'illustrer en temps réel, zoomer dessus, tasser à gauche, tasser à droite. Ça devient intéressant. Mais il y a des médecins qui n'ont pas le réflexe d'illustrer. Vous pouvez le demander. Je comprends mieux qu'une image, monsieur. Évitez l'écoute sélective. Est-ce qu'il y en a ici qui ont un conjoint? Oui, c'est déjà pas pire. Est-ce qu'il y en a qui ont un conjoint qui écoute le hockey? Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de raconter à leur conjoint qui écoute le hockey quelque chose de sentimental pendant la deuxième période? Si oui, vous savez c'est quoi l'écoute sélective. Il a retenu ce qui se passe à la TV et pas ce que vous lui disiez. C'est pas parce qu'il est visuel, c'est parce que c'était plus intéressant à la TV pour lui. On est dans la perception encore, hein. Pour lui, c'était plus intéressant. Si vous avez un adolescent à qui vous demandez le lave-vaisselle pendant qu'il joue aux jeux vidéo, vous savez c'est quoi l'écoute sélective. Non, tiens, on va arrêter de celle-là. Alors, vous avez compris que c'est humain et très possible, drôlement possible dans le domaine de la médecine, de retenir juste la mauvaise nouvelle qu'il me dit, malgré les bonnes qu'il y avait à côté. Ou de retenir juste ce que je voudrais que ce soit, versus la réalité qu'il m'a décrite à côté. C'est drôlement humain et possible dans le domaine de la médecine, parce que si la perception est là dans toute votre vie, là, vous en vivez des erreurs de perception tous les jours, ben, si elle est là à tous les jours, dans un contexte émotif comme la médecine, c'est un peu normal qu'on soit influencé. Je donne un exemple, maintenant, une banale qui n'a rien avec la médecine, mais ça va vous illustrer à quel point la perception, des fois, c'est problématique. J'ai une amie qui est une Québécoise qui vit en Alberta, qui a voyagé partout dans le monde, et qui, à un moment donné, a rencontré un chum qui venait en tout cas d'un pays asiatique, et qui restait à Vancouver un bout de temps, puis qui a fini par se rendre en Alberta avec lui. Donc, on est dans 2 multiculturels. Pendant 2 ans, ils sortent ensemble, et ils se laissent principalement pour la raison suivante. Au bout de 2 ans, elle n'en peut plus qu'ils finissent toujours les plats qu'elle avait préparés, puis donc qu'elle n'a plus de lunch le lendemain matin. Et lui, il n'en peut plus de manger trop pour finir les chaudrons, parce que c'est ça qu'il a appris dans sa culture, tabarnouche. On est dans la perception subjective. Parce qu'on n'a pas parlé, parce qu'on a compris chacun de notre bord une réalité, ben on est comme déphasé par rapport à la vraie réalité. C'est un exemple réel que je vous donne là. Donc, si c'est comme ça, imaginez, c'est comme ça pour des plats, là. Imaginez dans le domaine de, oups, on parle de moi, là. On parle de ma tumeur, là.
ça devient drôlement important de faire attention pour pas retenir juste ce qu'on veut retenir de la situation. On peut prendre des notes, on peut même enregistrer. Vous savez que légalement, à partir du moment où il y a une des deux personnes qui est d'accord, on a le droit d'enregistrer. Remarque que je trouve ça légalement correct, mais éthiquement incorrect. Fait que moi, je propose de le demander au médecin avant, de dire est-ce que ça vous dérange si je vous enregistre. Mais la plupart vont dire oui. Puis j'ai plein d'étudiants qui m'enregistrent parce qu'ils ont un problème d'attention puis qui veulent être sûrs de tout retenir, par exemple. J'ai aucun problème avec ça parce qu'ils améliorent leur situation comme ça. On peut même s'amener quelqu'un avec nous, puis ça devient encore plus utile quand on est sujet à des émotions. Quand les nouvelles peuvent être mauvaises puis qu'on le sait, ça devient encore plus important d'avoir quelqu'un. On peut demander l'avis d'un autre spécialiste, particulièrement si on a à avoir une chirurgie. Et en tout ce qui concerne les médicaments, vous le savez, les médecins n'ont pas tendance à dire les effets secondaires beaucoup. Alors, n'hésitez pas à demander aux pharmaciens. Et vous voyez dans l'exemple que je donnais du CIUS qui m'a appelé dernièrement, eux, ils insistent beaucoup pour attendez pas le pharmacien, demandez carrément à votre médecin qui vous dise les effets secondaires au moment où vous prescrivez le médicament. En même temps, soyez réalistes. Pas d'effets secondaires égale pas d'amélioration non plus. Fait qu'il faut faire un équilibre dans tout ça. Exprimer nos besoins, être capable de dire clairement ce qu'on veut faire passer comme message qu'on veut que le médecin comprenne de notre situation. C'est facile à dire, on parle depuis qu'on est au monde. Et pourtant, exprimer clairement nos besoins pour que l'autre les comprenne, c'est pas si simple que ça. Sinon, l'exemple que je viens de vous donner par rapport au plat serait pas arrivé. Exprimer clairement nos symptômes. Facile à dire. J'ai mal. Tous les médecins entendent 20 fois par jour, j'ai mal. Où? À quelle intensité? Quel type de douleur? Ça pique, ça brûle, ça chauffe, ça picote, ça étire, ça élance. J'ai déjà rempli un domaine de douleur chronique, à un moment donné, un formulaire d'une page complète de termes pour dire quels sont ceux qui représentent le plus votre douleur. Mais c'est vrai pour tout. C'est rouge, ma peau. Rouge comment? Ça influence différentes choses après. On a le droit de dire au médecin que là, on va parler de ma tumeur au ventre, mais ma mère est morte de quelque chose qui ressemble à ça, ça me fait peur un peu. Vous avez le droit de dire il y a des chances d'être plus compétissant. N'essayez pas d'être le bon patient qui veut pas déranger et vous dites clairement l'objectif de votre rencontre. Celui-là, il est moins connu, mais il est très facile à faire. En rentrant, là, je vous l'ai dit tantôt, moi je parle de, mettons, 2 ou 3 sujets que je veux qu'on règle, mais je dis, quand je vais partir d'ici, j'aimerais ça qu'on ait réglé cet aspect-là. Le médecin, il sait pourquoi je suis là, il perd pas de temps à poser de questions inutiles, et en même temps, il s'assure que je sois satisfait de notre rencontre. Dire quel est l'impact concret et précis dans ma vie, parce que le médecin ne peut pas deviner tous les éléments. Je vous donne un exemple. J'ai connu 3 personnes qui ont la sclérose latérale amyotrophique. Vous connaissez la SLA qui a eu le Ice Bucket Challenge, une maladie neuromusculaire dégénérative. Puis dégénérative rapidement, là, souvent c'est autour de maximum 5 ans. Il y en a une des 3 personnes que j'ai connues qui s'est mis à mener un combat pour l'aide médicale à mourir. Malheureusement, elle est décédée avant, mais elle avait l'intention de vivre le plus longtemps possible et d'avoir droit à la fin à décider quand est-ce qu'elle allait partir. J'ai connu une des 3 personnes qui avait de jeunes enfants, jeunes adolescents, mais qui a dit, moi, je vais être connaître le plus longtemps possible, puis je ne les priverai pas de mon père. On s'en va en voyage ensemble, on va vivre le plus longtemps possible. Si on me demande, je suis plus capable de respirer, on va prendre la trachéotomie. Et je n'ai connu un 3e qui a dit, moi, j'ai été actif toute ma vie, j'ai été sportif, j'ai fait des choses extraordinaires, je vais continuer à vivre, mais je forcerai pas pour durer plus longtemps. Je commence à diminuer mes activités, je vais me donner le meilleur confort possible, mais ça arrête là. Est-ce qu'il y en a un meilleur que l'autre? Non. C'est 3 choix, 3 valeurs, 3 façons de penser différentes. Mais le médecin ne peut pas le deviner, duquel des 3 vous êtes. Alors, si je le dis pas, si je lui dis pas ce qui est important pour moi dans ma vie, ben, il y a des chances qu'il puisse pas faire grand-chose pour m'aider. La dernière petite phrase en bas, vous l'avez peut-être déjà appris, mais elle est drôlement utile dans la façon d'exprimer nos besoins, nos croyances, c'est nos problèmes, c'est de parler aux gens sans accuser d'autres. Alors, au lieu de dire au médecin, par exemple, vous me donnez des médecins qui m'endorment bien trop, vous me donnez des médicaments qui m'endorment bien trop. Si je lui dis, j'aimerais avoir des médicaments qui m'endorment moins, je tombe pas déjà dans l'accusation. C'est plus soft. C'est la même phrase, là. On s'entend, c'est la même affaire que je dis, mais dans des mots qui sont moins affrontants. Je vous donne l'exemple de votre adolescent qui vide le lave-vaisselle. Si vous dites vide le lave-vaisselle,
C'est un peu frustrant, c'est un peu général d'armée. Là. Alors, si je vous dis, j'aimerais que tu vides le lave-vaisselle avant 8 heures, puis là, il est 6 heures, il a le temps de finir son jeu, il a le temps d'être moins sur la défensive, puis il va peut-être le vider le lave-vaisselle. Clarté, précision, ben là, il y a des trucs bien simples, mais le truc le plus simple, c'est le sujet, verbe, complément. Ah, c'est drôle, hein, c'est tellement évident. Et pourtant, des fois, je donne des consignes à l'étudiant par écrit, là, puis ma phrase dure une principale puis une relative à côté, là. À la fin de la principale, ils comprennent plus le reste. Sujet, verbe, complément. C'est humain, c'est facile. Plus ma phrase est simple, claire et précise, moins on a des chances d'être perdu ou de l'interpréter autrement. Donner des exemples précis. Par exemple, hier, quand je faisais des choses, il y a eu tel problème. Ça, c'est un exemple précis, concret, dans lequel on est capable de mettre un contexte qui peut, par exemple, avoir favorisé l'apparition de tels symptômes ou un contexte qui peut avoir aidé à l'améliorer. Alors, vous avez plein d'exemples ici, là. L'exemple, après 40 ans, là, tous les médecins qui ont des patients de plus que 40 ans, ils se font dire, à un moment donné, je dors mal. Tout le monde dort mal au moins une fois de temps en temps après 40 ans, c'est normal. Mais si vous lui dites, ça me prend 45 minutes à m'endormir, il va dire, oups, il y a des problèmes d'anxiété en arrière, il est en train de penser. Si vous dites, moi, je me réveille à 2 heures du matin, puis après ça, je pense pas, mais je dors plus. Oups, on n'est plus dans la même définition du problème de sommeil. Si vous lui dites, moi, je dors parfaitement, mais quand je me réveille, je suis aussi fatigué. Là, il va chercher l'apnée du sommeil. On est dans 3 problèmes de sommeil, mais parce que je lui dis différemment, il y a des chances de trouver le bon plus rapidement. Donc, on décrit le plus fidèlement et le plus précisément possible. Facile à dire, c'est dur à faire aussi. Il faut vraiment faire un effort. Moi, souvent, là, chez nous, avant de partir, j'essaie de penser comment je vais y décrire telle chose. L'autre élément qui devrait vous concerner le plus, à cause du type de maladie que vous avez, c'est la proactivité. Être proactif, ça veut dire quoi? S'engager. Donc, pas être passif en attente, mais de faire ce qu'on peut pour vous engager. Être patient, d'ailleurs, on s'appelle plus patient, on s'appelle usager dans le système de santé, dans l'organigramme du ministère de l'Éducation. Pourquoi? Parce qu'ils sont écœurés de se faire dire que les patients sont impatients. Sérieusement, on s'appelle usager, mais ça veut pas dire que je suis obligé d'être usager dans le sens de passer date puis d'attendre une chaise indéfiniment qu'on s'occupe de moi. Ça veut dire que je fais tout ce que je peux à mon pouvoir, et pas plus que ça, parce qu'il y a des choses que je peux pas changer, mais je fais tout ce que je peux pour être capable d'aider le médecin à m'aider, de m'impliquer dans la relation, de pas être juste oui, dites-moi quoi faire, mais d'arriver avec des idées, des pistes de solutions, des éléments que vous décrivez qui sont importants pour vous, de participer aux décisions pour dire, oui, tel médicament, il m'intéresse, je vais l'essayer, ou encore, je suis pas sûr, mais je vais l'essayer 3 semaines, puis d'embarquer dans la relation, si vous voulez, participer aux décisions qui vous concernent, et tout en ayant des attentes réalistes. Malheureusement, la médecine ne guérit pas la majorité des maladies, elle en guérit pas mal, mais il y a plein de maladies qui ne seront pas guéries, et il y a plein de situations dans lesquelles il y a inévitablement des risques. Vous savez, un médecin me disait à un moment donné, parce qu'il savait que je donnais ce genre de conférence-là, il disait, si tu étais capable de faire comprendre aux patients que dans leur vie quotidienne, là, ils sortent dans la piscine chez eux, ils prennent un risque de se noyer. Ils s'en vont en auto, ils s'en vont à Montréal ou à Québec, ils prennent le risque d'avoir un accident d'auto, puis ils le font pareil. Mais si tu lui dis, il y a 10% des risques que tu meurs dans la chirurgie, ils ne veulent pas. Quand même pas pire. Vous avez plus que 10% des chances de faire un accident quand vous prenez l'auto. Alors, le risque zéro n'existe pas. Il faut un peu l'adopter comme une possibilité, mais regarder les avantages versus les inconvénients. Archivage, là, pour vous autres, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez la maladie, etc., mais c'est probablement l'élément que je trouve le plus, pas nécessairement le plus utile, mais le plus quotidiennement pratique. Un jour, on vous fait voir un nouveau médecin ailleurs qui n'a pas votre dossier. Là, vous êtes là à l'hôpital, mais c'est là, on va de l'avoir, puis il faut, des fois, on peut même plus appeler, des fois, il faut envoyer un fax, puis qu'il nous le retourne par la poste. C'est non. Donc, moi, j'archive tout. Tout ce qui a de la valeur. On s'entend, là, une prise de sang annuelle juste pour voir au cas où, là. Non. Mais tout ce qui a un impact qui pourrait aider un autre médecin un jour ou un autre professionnel de la santé un jour à m'aider, j'archive. Ça veut dire quoi concrètement? Que j'ai un classeur plein chez nous, classé par gastro-entérologie, urologie, cardiologie, etc. Puis, dans lequel je mets plein de rapports d'examen. Parfois même un résumé d'une rencontre avec un médecin que j'écris à la main. Je m'en sers pas souvent, mais quand je m'en sers, à toutes les fois, les médecins puis même les infirmières, là, sont hyper contents que j'arrive avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils sauvent un temps fou, puis qu'ils ont plus de chances de m'aider de la bonne manière. Non seulement j'arrive à l'hôpital avec ma liste de médicaments, mais la liste de mes diagnostics. À 35, là, s'ils me demandent de sortir ça vite de même, j'en oublie pas mal. Alors, j'arrive avec des outils, pas pour moi, pour les aider à m'aider.
Donc, on archive comment? En ayant un carnet de suivi, un dossier médical, ou ce que je vous disais sur de cette discussion santé tantôt, en ayant quelque chose où on met nos principaux éléments d'information. On peut inscrire encore, entre autres, la liste de nos médecins ou de notre inhalothérapeute ou de notre physiothérapeute, parce qu'à un moment donné, quand vous avez plusieurs éléments, ils s'additionnent ce monde-là. Là aussi, au début, je retenais pas mal les noms. À cette heure, si j'écris pas, je retiens pas mal les noms parce qu'il y en a plus qu'il y en avait. Liste des diagnostics, liste des médicaments, ça c'est le fun, liste des médicaments, il faut que je vous parle de ça. Je connais par cœur, là, si je me concentre un peu, là, dans 5 minutes, je vais être capable de vous dire la liste des 20 médicaments que je prends dans une journée. Et pourtant, quand j'arrive dans mon bureau de médecin, je m'en souviens jamais. On va en sortir 2, 3, 4, 5, là, mais je les aurai pas toutes. Pour une raison bien simple. Qu'après vous? Le stress. On est même si je suis à l'aise, là, puis que je suis pas gêné d'aller chez le médecin, on est quand même dans une situation anxiogène où on parle de problèmes qu'on n'aime pas. Alors, ça se peut que, dans la situation, puis être sûr de rien oublier à dire à mon médecin, mais je finis par oublier le nom des médicaments. Alors, la liste n'est pas si banale que ça. Les allergies, l'histoire médicale, tout ce qui, en fait, moi, je mets même ma liste des chirurgies antérieures. Parce que, inévitablement, de toute façon, ils finissent par le demander. Alors, ça se passe de 2 manières. Des fois, j'arrive avec une série d'affaires, pas tous les rapports antérieurs, parce que là, ils vont paniquer. Mais les principaux éléments importants, je le mets sur la table et je regarde ça. Là, des fois, ils sont bien contents puis ils fouillent. D'autres fois, ils veulent rien savoir, ils me parlent avant, puis ils disent, j'aimerais ça savoir plus, puis ils vont dedans. Des fois, ils font ni un ni l'autre. Mais je leur donne des moyens pour qu'ils puissent m'aider. À titre d'information, vous avez un droit d'accès à tout ce qui concerne vos dossiers médicaux, dans la mesure où vous êtes capable de le comprendre. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez fait une dépression majeure ou un bipolaire, quelque chose comme ça, puis vous n'êtes pas en mesure de comprendre ou d'interpréter comme il faut un épisode de soins, ça se peut qu'ils vous interdisent. Sinon, vous avez droit d'accès à n'importe quel document médical qui a été fait dans n'importe quel hôpital ou dans n'importe quel bureau de médecin. Vous avez le droit de rectification, c'est-à-dire que s'il y a un fait qui est inexact dans un rapport de médecin, pas une radiographie, là, mais dans ce que le médecin a écrit à la suite d'une rencontre, vous pouvez lui demander de le modifier pour que ça corresponde à l'exactitude des faits. Vous avez le droit de faire ça, il y a des formulaires pour le faire quand on appelle. Par contre, évidemment, vous pouvez pas y dire, vous dites que j'ai une neurofibromatose, mais moi je suis pas d'accord. Ça, c'est un diagnostic. C'est son opinion professionnelle. Vous ne pouvez pas lui demander de changer son opinion professionnelle. C'est normal. Mais l'exactitude des faits d'une rencontre, ou de ce qu'on a dit, on peut lui demander de le corriger. On achève cette dimension d'un malaise ou d'un symptôme. Ça, si vous aviez juste une chose à retenir, ou si vous voulez prendre une photo, c'est le temps. Il y a 7 éléments là-dedans qui peuvent vous aider à être plus clair et ne rien oublier quand vous parlez d'un symptôme que vous avez. Je vous donne un exemple qui était peut-être un peu loin, des exemples, parce qu'il y a plusieurs domaines là-dedans, mais qui sont peut-être un peu loin de votre maladie, mais vous allez quand même comprendre le principe. Caractéristiques, par exemple, si on parlait de douleur, aiguë, intense, douce, forte, intermittente, continue, ça pince, ça brûle, ça pique. Il y a plein de mots qui peuvent aider à caractériser la douleur. Mais aussi, par exemple, si je prends une affaire qu'on m'a demandé souvent, j'ai des acouphènes, des petits sons dans l'oreille. Et comment votre acouphène? C'est dur à dire parce qu'il n'est pas toujours pareil. Mais je peux quand même essayer de préciser. Si tu aigu ou si tu grave? Si tu intense ou c'est léger en arrière? Quand est-ce qu'il apparaît? Donc, des éléments qui aident à préciser nos symptômes. Le site, l'emplacement, c'est où? Tu le vois, ça va bien, tu le vois? Il y a des places où il faut être un peu plus précis que ça. Dans le cou, c'est où dans le cou? Le cou, il est large, il tourne en rond en plus. Donc, le plus précis possible, la localisation. L'intensité, la gravité, là, c'est le fun parce que c'est subjectif. Et c'est pour ça, justement, qu'il vous le demande. Ce qui est grave pour vous ne peut ne pas être grave pour quelqu'un d'autre et inversement. Alors, si vous dites, par exemple, dans le cas de la douleur, j'ai mal à 10 sur 10, si vous n'êtes pas en train de vous coucher à terre, de vous rouler à terre, il va dire, il y a probablement pas mal à 10 sur 10, mais il reste que vous avez l'impression d'avoir mal à 10 sur 10. Ce qui fait qu'il va dire, c'est important pour lui. Que ce soit vrai ou faux, hein, il va être capable de dire, pour lui, il accorde beaucoup d'importance. Donc, à quelle manière c'est grave selon vous? La chronologie, c'est-à-dire comment ça a évolué. Par exemple, je faisais quoi quand c'est arrivé la première fois?
Puis ça a-tu duré ou ça a empiré depuis ce temps-là? Contexte d'apparition, ben, ça a rapport avec l'évolution, mais aussi avec des circonstances précises. Par exemple, est-ce que quand c'est arrivé, j'étais dans un autre pays? Ah, il y a peut-être des raisons qui expliquent ça. Est-ce que c'était dehors et il faisait très froid? Il y a peut-être des raisons qui expliquent ça. Alors, plus on va être capable de préciser ce genre de choses-là, plus ça va être facile. On a découvert, par exemple, j'avais des problèmes avec mes articulations parce que j'étais allé au Mexique puis qu'à un moment donné, ça pliait plus. Le contexte d'apparition permet de dire, bon, qu'il y a quelque chose qui est lié à l'humidité. Facteur modificateur, qu'est-ce qui diminue puis qu'est-ce qui amplifie? Est-ce que le froid, ça empire, ça aide? Est-ce que la chaleur, ça empire, ça aide? Mais ça peut être bien plus que ça. On n'aime pas ça parler de ça, mais des fois, ça peut être, est-ce que le fait d'être avec du monde, ça empire ou ça aide? Est-ce que quand je suis stressé, c'est pire ou c'est mieux? Est-ce que quand je suis dans un examen de fin de session ou un rush au travail, c'est pire? Ce genre de choses-là aide le médecin à voir. Puis là, il vous dira pas que vous êtes, en tout cas, si c'est un bon médecin, il vous dira pas que vous êtes fou parce que vous lui avez dit que ça arrive juste quand il y a du stress. La plupart des maladies réelles, physiques, mesurables, là, ils amplifient quand il y a du stress. Fait que c'est juste normal pour un médecin. Mais il va peut-être travailler avec vous sur des stratégies pour dire, y a-t-il des choses qu'on peut faire pour qu'il y ait moins de stress dans votre vie? Vous allez dire, oui, mais j'ai 3 enfants, faut que je travaille. Oui, mais y a-t-il des affaires qu'on peut faire là-dedans qui vont aider à ce que vous puissiez gérer mieux votre affaire? Et tous les autres symptômes qui peuvent être associés. Par exemple, quand j'ai des acouphènes, c'est souvent associé avec une baisse de l'audition. Quand quelqu'un a tel symptôme, il peut se mettre à trembler, ou à rougir, ou à plein de choses. Alors, si je suis capable d'aider à découvrir autour, quelqu'un se met à transpirer, par exemple, ben, ils ont des chances d'être capables de voir, parce que des fois, il y a ce qu'on appelle des syndromes, des ensembles de symptômes qu'on peut associer ensemble et dire, oups, ça correspond à telle chose. Isolément, les symptômes du monde qui transpire notre les jours, hein. Mais du monde qui transpire, quand il transpire juste parce qu'il voit le soleil, oups, on pense à des situations bien spécifiques. Question? Je passe rapidement là-dessus parce que je sais que vous avez faim, mais je vais juste vous dire 2 choses par rapport à Internet. Ben, peut-être 3. Dans les maladies rares comme vous, c'est le fun, c'est utile. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas des semblables comme nous autres tous les jours. Moi, on est 1 sur 42 000 dans un de mes syndromes. Dans l'autre, on est dans un des deux autres, on est 1 sur 620 000. Fait que s'il n'y avait pas d'Internet, j'aurais jamais rencontré ce monde-là. Alors, c'est utile. Mais en même temps, sur Internet, il y a plein de petits Joe connaissants qui ont vécu des choses et qui sont sûrs que c'est la solution miracle. Dernièrement, dans le forum dont je m'occupe, une madame nous expliquait gentiment, avec très politesse, comment son alimentation, en faisant attention pour à peu près rien manger finalement, avait réglé tous ses problèmes, puis que des manipulations voyons, comment t'as dit ça? En ostéopathie, avait réglé tous ses problèmes. Je n'ai rien contre, mais on sait dans ce syndrome-là qu'il faut surtout pas jouer avec les éléments cervicales, donc pas faire d'ostéopathie, parce que les probabilités d'empirer la situation, d'accrocher les nerfs sont importantes. Alors, peut-être que c'est vrai. Peut-être aussi que c'est l'effet placebo, c'est-à-dire que quand on croit quelque chose, c'est mesurable. Si on donnait n'importe quel médicament vide de farine à quelqu'un, il y a 40% des chances qu'il fasse effet. 40%, c'est gros quand même. Fait que ça se peut que les recettes qui ont marché avec moi ne fonctionnent pas avec vous. Pour cette raison-là, on n'est pas obligé de croire tout ce que le monde dit sur Internet. On est mieux de s'assurer que les sources sont fiables. Justement, parlant de sources fiables, c'est marqué « Rechercher l'auteur, est-il en conflit d'intérêt? » Quand j'ai eu la dysphagie, le problème à avaler dont je vous parlais tantôt, à un moment donné, je cherchais des choses qui sont plus faciles à avaler, comme les éléments liquides, des œufs, etc. Puis là, je tombe sur un site qui parle de « Vous pouvez manger 1 à 2 œufs par jour, 7 jours par semaine. » C'est drôle, tout ce que j'avais entendu de ma vie, c'était 2 jaunes d'œufs par semaine. Et là, je me disais, bon, peut-être qu'ils ont raison, tu sais. Fait que je fouille un peu plus, puis en tout petit miniature, minuscule, même en bas de la page, c'est marqué que c'est un site d'information, mais produit par la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Y a-t-il un conflit d'intérêt? Peut-être qu'ils ont raison, mais je suis pas sûr tant que ça. L'autre exemple que je peux vous donner, c'est n'achetez pas de médicaments sur Internet. Il y a 3 ans à peu près, dans un reportage à télé, on voit la GRC rentrer dans un entrepôt de fabrication illégale de médicaments au Canada, au Québec. À côté des petites pilules bleues qu'on appelle le Viagra, ou en tout cas qu'ils étiquetaient Viagra, il y avait un pot de parine puis un pot de peinture psycho-bleu. Tout ça vendu en toute impunité au Québec sur Internet. Vous en faites ce que vous voulez, mais sachez dans quoi vous embarquez. Là, on parle de farine puis de peinture, c'est pas si pire, c'est pas mortel.
Mais s'il avait mis un d'eau de javel dedans puis un paquet de produits chimiques que je connais pas, ça aurait peut-être pas été le fun. Dernière chose que je peux vous dire, qui n'a pas rapport avec l'Internet, c'est les rapports médicaux. Probablement que depuis longtemps que vous savez que votre enfant ou vous avez cette maladie-là, vous avez eu le droit à plusieurs rapports médicaux, radiographie, examen, des rapports écrits à la main, etc. Sachez que tout ça, c'est dans votre dossier médical pour le reste de votre vie. Alors, quand je vous disais, vous avez un droit de rectification, vous avez intérêt à rectifier rapidement. Je vous donne 2 exemples. Tiens, je les ai-tu là-dedans? Ici. 2 exemples que j'ai vécu réellement. Après un accident d'auto, on me fait passer un électromyogramme pour voir la conductivité des nerfs. Et la neurologue qui fait ça, quand elle donne un choc électrique, les épaules montent jusqu'aux oreilles. Fait qu'elle écrit dans le rapport, je n'ai pas réussi à prendre les conductivités, puisque le patient avait tendance à se crisper. Ce qu'elle sait pas, c'est que depuis que je suis au monde, moi, mes épaules, ils montent plus que vous autres. Ils font plus mal que vous autres, mais ils montent plus que vous autres. Pas de ta faute, je suis le même. Fait qu'en écrivant, il se crispe pour rien. La SAAC disait, c'est un patient qui veut pas comparer, on n'indemnise pas. Qui veut pas collaborer, on n'indemnise pas. Ça a des impacts majeurs. L'autre exemple, c'est une ergothérapeute qui a préparé un plan d'adaptation de domicile chez moi pour améliorer certaines affaires pour que la vie soit plus facile. Elle prend des amplitudes du cours rapidement pour dire, je veux mesurer l'ampleur du problème, mais c'est pour des raisons administratives, c'est pour bâtir une adaptation. Ça n'a pas d'incidence médicale. Par contre, eux, après l'accident d'auto, la SAAC, l'incidence médicale, c'est important pour eux autres. Alors, ils se basent là-dessus pour dire, vous étiez comme ça avant, vous êtes comme ça aujourd'hui. Les chiffres sont pas vrais, dans le fond, à l'époque, parce que ça avait été mesuré à l'œil. Alors, vous comprenez que ce genre de détails qu'on met dans le dossier médical a des impacts pour les 60 prochaines années, les 80 prochaines années. D'où l'importance de relire ce qu'on a écrit et de s'assurer de faire rectifier les faits s'il y a le cas, s'il y a lieu. Je suis disponible à entendre de vos questions si vous en avez. Temps spécial à part de tout 2 pour le prix d'un. Pas de questions? Des commentaires? Des insultes? De toute façon, je vais dîner avec vous, fait qu'on devrait se croiser quelque part s'il y en a qui ont des questions plus personnelles. Bonne journée!